Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des effets néfastes sur l'économie, du quantitative easing et de l'excès de liquidité. Alors cette vidéo fait partie d'une série d'autres vidéos dans laquelle je prends le livre de Patrick Artus, La folie des banques centrales, et dans laquelle on explique et on résume un peu le bouquin. Donc je vous mettrai en fiche la première vidéo de la série. Et donc, qui parle un peu justement de l'excès de liquidité et du principe du quantitative easing. On avait fini cette vidéo, l'ancienne vidéo, en parlant de notamment un petit peu les principes et les objectifs du quantitative easing qui sont, on peut les rappeler, d'augmenter la liquidité pour baisser les primes de risque, baisser les taux d'intérêt, pour à terme avoir plus de crédit dans l'économie, avoir plus de demandes et relancer tout ça. Bon, ça c'est en théorie. Maintenant, il y a un tas d'effets néfastes qui proviennent justement du quantitative easing, de l'excès de liquidité, des taux à 0%. Et dans cette vidéo, on va faire un petit inventaire, on va prendre point par point les différents effets du quantitative easing et décrire un peu pourquoi ça fait du mal à l'économie et pourquoi c'est pas bon finalement. Pourquoi, même quand par exemple on a des taux bas et un crédit bon marché, ce qui en théorie pourrait relancer l'économie, finalement on obtient une sorte de revers de la médaille. Alors, j'ai les notes avec moi. Donc, commençons sans plus tarder. Premier gros désavantage du quantitative easing et de l'excès de liquidité, c'est l'instabilité financière qui règne sur les marchés à la suite, comme dit, de l'explosion de la liquidité suite à 2008. Il faut déjà comprendre une petite nuance avant de commencer. Avant 2008, depuis la fin on va dire la deuxième moitié du XXe siècle, on avait une inflation qui se matérialisait dans l'économie réelle. Ça veut dire une hausse généralisée des prix des biens et des services. Donc, on en a déjà un peu parlé la dernière fois, mais lorsque l'inflation part en hausse, la Banque centrale met son taux d'intérêt au-dessus de l'inflation pour le stopper. Et puis quand l'inflation redescend et que l'économie est un peu à l'arrêt, la Banque centrale va abaisser son taux d'intérêt afin de soutenir la demande, etc., etc. C'est l'économie, on va dire, la plus basique qui soit. Seulement, depuis 2008, on a vu que l'inflation, c'est en fait à déménager et passer de l'économie réelle à l'économie financière, à l'économie monétaire dans le sens où c'est sur les bourses, c'est sur les marchés financiers qu'on observe une inflation, c'est-à-dire un boom du prix des actifs qui est complètement décorrélé de, on va dire, la réalité de terrain dans le sens où il n'y a aucune raison fondamentale qui explique la hausse des prix des actifs qu'on a pu connaître depuis 2008 et depuis tous les programmes d'augmentation de liquidité. La liquidité vient vraiment doper les marchés. Il y a quasiment un rapport de 1 à 1 si on regarde entre la liquidité et les bourses, par exemple, américaines. Bon, très bien. Et donc, il faut comprendre que la politique monétaire, du coup, et ça les banques centrales le savent, c'est devenu la bourse plutôt, excusez-moi, est devenue un instrument de politique monétaire. Dans le sens où, désormais, les prix de la bourse vont pouvoir, en théorie, avoir une influence dans l'économie réelle. Au travers de quel effet, enfin au travers de quel canal? C'est le canal des effets de richesse. Les effets de richesse, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de... on en a parlé la dernière fois, lorsque, par exemple, vous gagnez 2 000 euros par mois, vous avez une maison qui, à la base, vous l'avez payée 200 000 euros, elle vaut 200 000 euros, et puis du jour au lendemain, votre maison, parce qu'il y a des bulles sur, par exemple, les actifs, dont l'immobilier, passe de 200 000 à 400 000 euros, c'est des chiffres fictifs, mais admettons, vous allez avoir vous allez vous sentir plus riche et vous allez dépenser plus, consommer plus, etc. Relance de l'économie. Bon, on pourrait dire qu'en théorie, c'est bien. Et puis, en théorie, comme dit, les effets de richesse sont là pour compenser la stagnation des profits et des salaires, car il n'y a pas forcément de croissance dans l'économie réelle, justement. Et pour finir là-dessus, enfin pour finir juste sur les causes des effets de richesse et sur les prix, il faut savoir que les prix des actifs vont gonfler et donc venir alimenter ces effets de richesse. Car lorsque la Banque centrale rachète les obligations d'État, par exemple, à des sociétés financières et compagnie, elle va le créer avec de l'argent réel, elle va
elle va le créer avec de l'argent frais, je veux dire, du nouvel argent. Elle va donner ce nouvel argent à la société financière. Et de là, en fait, la société financière va vouloir, l'investisseur va vouloir rééquilibrer ce qu'on appelle son portefeuille. Ça veut dire que s'il avait 50% d'actions et 50% de cash, ou alors si on avait 50% d'obligations et 50% de cash, par exemple, et qu'on lui reprend toutes ses obligations contre du cash, avec le nouveau cash, il va racheter des obligations. Parce qu'il va toujours rebalancer son portefeuille. Et c'est ça qui fait monter le prix des actifs. Donc, les politiques monétaires utilisent la bourse comme instrument au moyen des effets de richesse qui elles-mêmes sont causés par le fait que les prix montent à cause de la liquidité. Et donc on pourrait dire, c'est génial, où est le mal avec les effets de richesse? Eh bien le problème avec les effets de richesse, c'est que les investisseurs se sentent assurés contre tout risque de baisse des marchés. C'est-à-dire que si vous voulez, on a un principe qui est que si la bourse monte, si les cours montent, très bien, on touche à rien. Mais si la bourse redescend, et que du coup, les titres, que ce soit les obligations, les actions, l'immobilier, peu importe, retombent, dans mon exemple, le mec qui avait sa maison qui valait 400 000 euros et qui revient à 200 000 euros, il va de nouveau se sentir un peu moins riche qu'avant, donc il va arrêter sa consommation, etc. Donc on n'a plus l'effet de richesse qu'on avait auparavant. Et ça, du coup, les banques centrales le savent et ne veulent pas, du coup, laisser les bourses retomber pour plein de raisons, mais dont cette raison. Donc ce qui va se passer, c'est que dès que les bourses vont commencer à chuter, elles vont remettre de la liquidité. Et c'est pas bien parce que du coup, les investisseurs sur les marchés se sentent complètement en sécurité. La hausse est illimitée, on peut monter jusqu'à l'infini, mais attention, si ça redescend, on est assuré. Et ça fait pas... ça s'est beaucoup démocratisé, on va dire maintenant, mais ça avait commencé avec Greenspan, notamment le Greenspan Put. Donc Greenspan, c'était un des gouverneurs de la Fed. C'était dès 1987, donc vous voyez, et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, même s'il n'y avait pas de quantitative easing ou quoi, il y avait ce principe toujours des effets de richesse qui est que lorsque les prix baissaient, lorsque les prix des actifs baissaient, tout de suite, les taux d'intérêt eux-mêmes baissaient pour remettre un peu de liquidité, etc., etc. Et du coup, ça crée un faux sentiment de sécurité sur les marchés, une espèce de règle tacite que tout le monde se dit, dans le fond, on peut faire un peu ce qu'on veut. De toute façon, s'il y a un problème, ils viendront à notre rescousse avec la liquidité. Le problème, c'est que en réalité, il n'y a pas de garantie. Je veux dire, il n'y a jamais de contrat qui a été passé entre la Banque centrale et les marchés et qui dit, on va vous assurer quoi que vous faites, les gars. Non, en réalité, c'est dans l'imaginaire collectif. Et le jour où on ne peut pas se permettre d'essuyer une grosse baisse, qu'est-ce qui se passe? Les bulles éclatent. Et ça crée un désastre financier qui a bien sûr après des répercussions dans l'économie réelle, etc., etc. Donc ça, c'est un des effets très 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 néfastes de la baisse des taux, et notamment dû aux effets de richesse, qui est que vu qu'on a des effets de richesse, on ne veut pas les laisser retomber, et du coup, on assure tout simplement les opérateurs de marché contre le risque de baisse. Mais c'est un faux sentiment d'assurance, et qui conduit du coup, comme dit, à prendre un peu plus de risques, en plus de ça, le risque, il faut coupler ça au fait que, vu que les taux sont bas, les investisseurs peuvent facilement faire du levier, donc s'endetter à bas coût pour acheter des actifs qui de toute façon monteront, et puis si ça baisse, normalement, la Banque centrale vient à la rescousse. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, et ça, en fait, ça va notamment créer cet excès de liquidité, et cet effet richesse, cet effet richesse, vont créer, on en a déjà un peu parlé la dernière fois, des écrasements de primes de risque. Donc, c'est voulu par les banques centrales, dans le sens où lorsqu'on écrase la prime de risque, on est censé avoir un financement qui est beaucoup plus accessible, donc c'est censé relancer l'économie et compagnie, sauf que lorsqu'on baisse les primes de risque, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir plus de rendement, on va vouloir acheter des produits plus risqués, puisque, comme dit, les primes de risque sont déjà compressées, donc si on veut vraiment du rendement, il faut prendre vraiment beaucoup de risques. Donc, c'est pas bon. Premièrement, ça favorise l'excès de risque, ça favorise également le financement des projets qui ne sont pas rentables ou peu rentables. Et parce que dans le fond, des projets auxquels on ne devrait pas prêter parce qu'il y a un gros risque, on se dit de toute façon, les primes de risque sont toutes les mêmes pour tout le monde. Tant qu'à faire, autant en prêter à tout le monde. Et ça crée les fameuses entreprises zombies. Et ça crée surtout également
une distorsion du prix des actifs. Bah oui, puisque il n'y a plus vraiment de prix de marché, on va dire, dans le sens où on n'arrive pas à évaluer la rentabilité d'un projet, la vraie rentabilité d'un projet futur, étant donné que le projet sera de toute façon rentable vu que l'argent ne coûte rien. Tandis que si vous empruntez à 3% par exemple, et que votre projet vous rapporte du 5%, bah en tout, vous aurez une rentabilité de 2%, on va dire. Or, là, l'argent coûte à peu près 0%. Donc, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours l'impression d'avoir ça veut dire que même une entreprise qui fait du 1%, bah, elle fait 1% de rendement, elle emprunte à 0%, ça fait 1% on va dire, de bénéfice, de marge. Tandis que s'il y avait des vrais taux de marché, bah, cette entreprise-là devrait dégager, parce qu'elle n'est pas assez rentable. Donc, ça crée une distorsion des prix des actifs, et ça, malheureusement, bah, ça crée une mauvaise allocation de l'épargne longue. L'épargne longue, c'est l'épargne des ménages, l'épargne détenue sur les livrets qui sont réinvestis normalement dans l'économie. Le problème, c'est qu'encore une fois, on n'arrive pas à savoir où placer l'épargne, puisque, comme dit, on ne peut pas juger quel projet va être plus rentable qu'un autre et quel est le bon projet, puisque bah, les primes de risque sont complètement compressées. Et enfin, il y a un autre problème dû tout ça à cette instabilité financière, dont l'écrasement des primes de risque, c'est que du coup, le risque de contrepartie n'est plus couvert. Et bien oui, parce qu'à la base, une prime de risque, à quoi ça sert? Ça sert à couvrir le risque qu'un prêteur subit. Puisque, en réalité, si je vous prête 100 euros, et que vous vous engagez à me les rendre dans 5 ans, bah, il y a quand même un risque que d'ici 5 ans, vous ne puissiez pas me les rendre pour X ou Y raison. Donc, c'est normal que j'exige une prime de risque. Ça porte bien son nom, quoi. Donc, étant donné que les banquiers vont prêter pas qu'à une seule personne, mais à des milliers, à des centaines de milliers de personnes, généralement, les gens rendent. Et puis, bah, avec les intérêts qu'on collecte sur les autres, ça couvre ceux qui font défaut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça marche à peu près comme ça, c'est calculé à la base, il y a un prix de marché qui marche très bien pour ça. Mais là, malheureusement, bah, du coup, ça ne couvre plus les primes de risque. Et donc, enfin, ça ne couvre plus le risque de défaut plutôt. Et enfin, on va parler encore d'un dernier problème dans l'instabilité financière, qui est tout simplement le fait que il y a de plus en plus de liquidités, mais il y a moins d'acteurs qu'avant 2008. Je m'explique. Avant 2008, les banques avaient le droit de faire du trading pour compte propre, c'est-à-dire prendre les fonds propres de la banque, les sous qu'on a, et aller spéculer en bourse avec des traders à la banque, etc., etc. 2008, crise des subprimes, on connaît l'histoire, et puis bah, on interdit ça, on interdit le trading sur compte propre. Ce qui fait que désormais, il n'y a que les hedge funds et autres, on va dire, les autres types d'investisseurs qui ne sont pas des banques, à proprement parler, qui peuvent qui jouer sur les marchés. Et donc, qui bénéficient, si vous voulez, il y a des concentrations de la liquidité auprès de quelques acteurs. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça fait qu'en cas de panique, eh ben, tous ces acteurs-là, qui sont un peu le même type d'acteurs, vont se copier. Et il va y avoir des mouvements de capitaux absolument énormes. Ça veut dire que si, par exemple, il y a une crise dans les pays asiatiques, comme en 2015, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va retirer ses capitaux du marché asiatique. Ça va faire chuter absolument le prix de manière phénoménale. Et pareil pour le taux de change, ça va avoir des grosses répercussions. Et là où les banques qui auparavant auraient pu jouer un rôle de stabilisateur en voulant acheter, en voulant parfois compenser parce qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts forcément qu'un hedge fund ou que d'autres investisseurs, eh ben elles ne peuvent plus. Alors, on n'est pas en train de dire que la fin du trading pour compte propre, c'est mal, etc. Mais on décrit juste le fait que, malheureusement, la liquidité, bien qu'elle ait quadruplé quasiment depuis les années 2000, elle est concentrée dans un plus petit nombre d'acteurs qu'avant 2008. Voilà. Donc ça, c'était pour l'instabilité financière. Bon, maintenant, vous allez me dire très bien que ça, c'est sur la planète finance, mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe pour l'économie réelle? Parce que c'est ça qui compte dans le fond. On s'en tape presque, j'ai envie de dire, des chiffres et des courbes sur les moniteurs des opérateurs de marché. Quand on regarde par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monde va mieux grâce au quantitative easing? Bon, bah, en réalité, vous pouvez vous en douter, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme problème avec le quantitative easing qui est très simple à comprendre. On a aujourd'hui un problème de croissance structurelle, d'accord? Des problèmes qui prennent source dans l'économie réelle, qui sont physiques.
Alors que le quantitative easing, lui, est une solution qui vise la monnaie, qui est une solution en fait de liquidité. Donc, lorsqu'il y avait la crise des subprimes en 2008, c'était une crise de liquidité. Donc, les banques il y avait un problème entre les banques, et donc une politique monétaire telle qu'on a subie en 2008 était justifiée. Et c'est pour ça que ça a marché. C'est pour ça que ça a marché. Et c'est pour ça que maintenant, on a cette espèce de réflexe de se tourner sans cesse vers les banquiers centraux pour qu'ils nous sauvent, on va dire, au moindre cheveu de travers. Sauf que lorsque vous avez des problèmes de productivité, d'innovation, une mauvaise éducation, une mauvaise spécialisation de la production, imprimer des billets, ça ne changera rien. Ça ne changera strictement rien. Alors, on va citer quand même quelques problèmes de l'économie réelle et on fera une autre série de vidéos à part où on traitera des problèmes de croissance structurelle. Mais dans l'Occident, alors pas qu'en France, on peut citer quelques problèmes structurels. Par exemple, les règles sur le marché du travail qui découragent à l'embauche, les rigidités sur le marché du travail. Ben oui, si par exemple en France, lorsque vous embauchez un salarié en CDI, vous êtes à la fois marié avec lui et en plus c'est comme si vous étiez son parent, dans le sens où vous ne pouvez plus vous en séparer à part une faute grave. Et en plus de ça, si le moindre faux pas que fait l'employé au bureau, c'est vous qui allez en tôle. Je sais, je caricature bien sûr, c'est très important les droits des employés, mais bon, on a des telles rigidités comme ça et peut-être de situations décourageantes à l'embauche sur le marché du travail en France que bah forcément ça empêche le plein emploi et ça empêche, c'est une rigidité à la croissance. Donc imprimer des billets, c'est bien beau, mais ça ne changera rien à un texte de loi ou à des réglementations. On peut citer également les déficiences du système éducatif en France, bah oui. Et pour ça, je vous renvoie au livre La fabrique à crétins de Brigelli, si je dis pas de bêtises. Euh, Encore une fois, avoir un système éducatif de qualité, ça passe pas par la monnaie, ça passe par des réformes plutôt politiques, ça passe par déjà un bon enseignement des professeurs, par des programmes et des méthodes d'enseignement qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves, etc., etc. On a également une insuffisance de l'effort de recherche et développement, une explosion des inégalités. Donc ça, encore une fois, hein, ça ne concerne pas que la France, c'est le Japon, les États-Unis, l'Angleterre, etc. C'est un peu tous les pays, on va dire, développés. Vous avez une perte de compétitivité coût pour la Chine, par exemple, avec des économies qui sont trop bas de gamme. Vous avez un mauvais partage du salaire et des profits, par exemple au Japon. Vous avez des goulets d'étranglement liés à l'insuffisance d'infrastructures ou de main-d'œuvre qualifiée. Vous avez une dépendance énergétique. Vous avez un sous-investissement parce qu'on est surendetté, comme en zone euro, dans des infrastructures justement de long terme dont on aurait besoin. Donc, vous voyez, c'est pas le sujet maintenant de cette vidéo, de parler de tous ces problèmes, mais c'est pour expliquer que le quantitative easing ne résoudra jamais rien à ces problèmes structurels. Il faut qu'on les traite directement avec avec une autre politique économique, peut-être une politique budgétaire, peut-être une relance, mais en tout cas, c'est pas l'imprimante à billets, la planche à billets qui va régler tout ça. Alors, on pourrait se dire très bien, bon, ok, ça marche pas, mais a priori, bon, pourquoi s'en priver? Au pire, ça ne fait rien de bien à l'économie réelle, mais ça peut que aider, quoi. Eh ben non, parce que en plus de ça, les politiques monétaires non conventionnelles, qui est l'abondance de liquidités d'une manière générale, d'une manière ou d'une autre, que ce soit le quantitative easing ou les taux bas, ça pourrit l'économie réelle. Pourquoi? On va citer plusieurs raisons. Premièrement, ça protège les faibles du risque de défaut. Alors, qu'est-ce qu'on entend par protéger les faibles? Bah, protéger, ça veut dire qu'on met les taux bas, donc comment dire, on facilite les conditions de financement. Et quand on parle des faibles, qu'est-ce que c'est que les faibles? C'est tout simplement les agents surendettés, donc que ce soit des États, hein, des entreprises ou des ménages. Donc, un État qui est surendetté et qui est faible, c'est par exemple qui a une croissance faible dans le pays, donc bah, ça va être compliqué de lever de l'impôt si vous avez une croissance faible. Une entreprise, c'est qui a des cash flows qui sont bas, qui sont trop bas par rapport à la dette qu'elle doit refinancer. Et puis un ménage, c'est tout simplement le cas le plus facile à comprendre, c'est bah, qu'il n'a pas assez de revenus pour payer sa voiture ou le crédit de la maison. Confère par exemple la crise des subprimes, hein, où on avait octroyé des prêts immobiliers à des gens qui n'avaient absolument pas les moyens de s'endetter. Bref. Donc, alors, attention à protéger les faibles, enfin, protéger ce qu'on appelle les faibles, les agents surendettés et en difficulté financière.
C'est bien dans certaines situations, notamment en 2008. Le but, c'est pas que à la moindre perturbation, tout le monde se retrouve à la rue et ce soit le chaos et l'apocalypse. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Bien au contraire, c'est le rôle des politiques d'accompagner les mouvements de crise. Le problème, c'est qu'une fois que la crise est passée, on est censé retirer ces mesures. Or, on les a jamais retirées et ça crée des comportements de profiteurs et c'est tout à fait humain, c'est normal. Donc pour les ménages et les entreprises, ça va être par exemple de ne pas, peut-être baisser un peu son taux d'endettement, mais de ne pas pousser l'effort de productivité ou d'innovation. Et puis pour un État, c'est le cas le plus évident, ça va être de laisser filer le déficit public, de se dire on s'en fout, de toute façon l'argent ne coûte rien. Et oui, sauf qu'un déficit public, ça se refinance, hein. Et donc, quand on emprunte 100 euros à 0%, mais que la fois d'après, il faut refinancer 100 euros, mais à 3%, à 4%, à 7%, etc., et qu'on n'a pas forcément les taxes pour payer les intérêts sur la dette, on est dans une trappe à dette. Donc, et ça, la politique budgétaire de l'État, elle, en revanche, c'est pas dans les milieux financiers qu'elle s'exprime, c'est dans l'économie réelle. Et une crise des finances publiques, ça va avoir des conséquences dans l'économie réelle, hein, et on en voit déjà, on est déjà en train d'arriver dans une crise des finances publiques en 2023. Ça, on n'en parle pas beaucoup encore, mais ça va être le cas. Bon, quel autre effet négatif de l'excès de liquidité dans l'économie réelle? On l'a dit un peu avant avec les primes de risque, ça empêche de bien analyser le risque. Ça empêche de bien analyser le risque et du coup, ça empêche de prêter aux bonnes entreprises. Normalement, dans un système de marché, vous avez ce qu'on appelle la création destructrice, qui est que lorsqu'une entreprise n'est plus assez innovante, lorsqu'une entreprise ne crée plus de valeur et qu'elle est tout simplement morte, que son business model ne suffit pas, elle doit soit évoluer et s'adapter, soit malheureusement faire faillite. Et lorsqu'elle va faire faillite, qu'est-ce qui va se passer? Les locaux qu'elle utilisait, les machines qu'elle utilisait, les employés qu'elle embauchait, c'est des facteurs de production qui vont être libres à nouveau pour aller se diriger vers une entreprise qui, elle, est plus florissante, qui a peut-être un autre business model, qui est plus innovante, et compagnie, et compagnie. Et c'est la destruction créatrice de Schumpeter. Et donc, en finançant à perpétuité les entreprises dites zombies, les entreprises qui normalement devraient faire faillite, parce qu'elles ont quasiment pas de marge, mais vu que l'argent ne coûte pas cher, elles arrivent à peine à refinancer leurs dettes. C'est l'exemple que j'ai donné avant avec une entreprise qui emprunte à 0% et qui a une rentabilité de 1%, elle survit. Mais si, avec cette même rentabilité de 1%, elle empruntait à 2 ou 3%, elle serait à une rentabilité de moins 2, moins 1%, donc elle devrait faire faillite. Or, avec des taux, avec un excès de liquidité et des taux en plancher, elle ne fait pas faillite, donc elle s'accapare les facteurs de production, capital et travail, d'accord, qui ne peuvent pas migrer vers des bonnes entreprises et vers des secteurs plus productifs. Donc ça aussi, c'est un réel problème. Donc, d'une manière générale, on peut dire que la bonne économie est chassée par la mauvaise. Et ça, c'est un cercle vicieux dans le sens où dès que vous avez une chute de la bonne économie, l'économie qu'on aime bien, avec de la croissance, etc., les politiques monétaires vont augmenter la liquidité, ce qui va faire augmenter la mauvaise économie, mais vu que la mauvaise économie chasse la bonne économie, on rentre dans un cercle vicieux. Donc c'est pas bon. Maintenant, on pourrait également se dire, dans le fond, c'est pas bon pour l'instabilité financière, c'est pas bon pour l'économie réelle, mais peut-être qu'au moins cet argent gratuit, ça va au service des plus démunis, au service des classes défavorisées, des plus pauvres. Ce serait peut-être un ami de la justice sociale. Et encore une fois, on va voir que absolument pas. Un taux à 0%, c'est pas bon pour le social, ça va pas favoriser les classes les plus démunies. Pourquoi? Parce qu'un taux à 0%, on l'a dit, ça augmente le prix des actifs, le fameux effet balançoire. Lorsque le prix des actifs augmente, on a vu, il y a des effets de richesse. Les patrimoines de ceux qui possèdent les actifs augmentent. Or, qui possède les actifs? Qui achète des actions? Qui achète des obligations, des maisons, etc.? C'est les plus riches, c'est les classes qui sont déjà suffisamment aisées. Le smicard du coin ne va pas acheter des actions ou n'a pas un compte de trading chez un broker en ligne ou je ne sais quoi. À la limite, il a un peu d'épargne sur un livret A à sa banque, on va dire la banque, comment on appelle ça, la banque traditionnelle du coin. Et puis c'est tout. Et donc,
bah, ça va créer des inégalités puisque le patrimoine de ceux qui possèdent les titres augmente. Les plus riches subissent, enfin, profitent de plein fouet de l'effet de richesse, tandis que les plus pauvres, bah, ils se font quand même avoir, puisque les livrets A, eux, vont pas augmenter, ils ont un peu augmenté avec l'inflation, mais ils n'augmenteront pas dans les proportions telles qu'on a pu connaître sur le S&P 500, le CAC 40 ces derniers temps, et même rien qu'en 2023. Euh, donc, c'est absolument pas un allié de la justice sociale, mais en plus de ça, ben, je rebondis sur ce qu'on a dit il y a 5 minutes, c'est que la mauvaise économie chasse la bonne. Or, la bonne économie, c'est celle qui crée de l'emploi, de la croissance. Et qui dit emploi-croissance dit bonnes conditions pour augmenter les salaires et compagnie, avoir un bon niveau de vie. Or, bah, malheureusement, comme on l'a dit, la liquidité, ça fait de la mauvaise économie, ça pousse, ça chasse la bonne économie et ça crée du chômage, ça crée peu de croissance. Donc, encore une fois, ceux qui s'enrichissent sont ceux qui détiennent les titres et les actifs, si je caricature un peu, tandis que les salaires et les profits stagnent. Et donc, quand vous êtes salarié, bah, dans le fond, vous avez rien pour vous. C'est un peu caricatural, mais c'est ça. C'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, l'argument du oui, mais c'est social, c'est important de mettre les taux bas, ça permet aux gens d'acheter leurs trucs plus facilement, c'est pas forcément vrai. Et même, je vais rajouter encore un autre argument qui est pas dans le livre, mais qui me vient en tête, et qui est un peu comme qui fait écho, comme dit un peu à la crise des subprimes, c'est que dans le fond, autoriser un ménage, par exemple, qui est au SMIC, ou en tout cas qui a un revenu assez bas, à se surendetter pour acheter une maison, une belle voiture, même des crédits à la consommation, partir en vacances ou je ne sais quoi, tout comme on a autorisé les crédits des subprimes enfin les emprunteurs subprimes durant la crise des subprimes à s'endetter plus que leur capacité d'endettement liée à leurs revenus, à leur cash flow, hein, qui est le salaire. Eh ben, ça crée des dévases parce que le jour où la bulle éclate, les jours où les gens ne peuvent plus rembourser pour une raison X ou Y, eh ben, ils se retrouvent dans la rue, ils se retrouvent surendettés, ils se retrouvent à découvert et à bosser juste pour qu'on leur laisse un reste à vivre. Donc, ça crée vraiment des situations qui ne sont pas bien pour les plus démunis. Bon. Maintenant, quelle va être une dernière petite conséquence? On en parlera peut-être plus une prochaine fois, mais ça va être la guerre des monnaies. La guerre des monnaies, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir que ben, lorsque vous imprimez plein de billets, hein, on en a dit la dernière fois, lorsque vous imprimez plein de monnaie, structurellement, s'il n'y a pas de production et de croissance derrière, la valeur de la monnaie baisse, hein, c'est normal. Sauf que du coup, ben, ça va augmenter un peu, ça va déprécier, on va dire, votre taux de change, et donc ça va faire repartir vos exportations, voilà, ce qui est un des objectifs du quantitative easing notamment. Mais le problème, c'est que du coup, ça va créer une concurrence entre les pays qui vont chercher le plus possible à déprécier leur taux de change pour devenir plus compétitifs que le voisin et donc à reporter les crises et l'inflation et compagnie chez le voisin. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup, ça crée à terme une situation économique qui n'est pas stable, qui est de la dépression de monnaie artificielle et qui, pour essayer de devenir plus compétitive, alors qu'il n'y a pas de raison structurelle, les raisons qu'on a citées plus tôt, il n'y a pas de marché du travail plus flexible, il n'y a pas de plus de productivité, il n'y a pas il travaille plus d'heures par semaine, etc., qui justifie une vraie compétitivité. Donc c'est pas bon, et puis surtout ça ne marche plus parce que c'est une technique qui pouvait marcher un peu dans les années 80, etc. Mais depuis qu'on a vraiment la globalisation, par exemple une voiture il y a une pièce qui est construite ici, il y a une pièce qui est construite là, l'usine elle est là, une autre pièce qui est construite là dans le monde, c'est éparpillé aux quatre coins du monde. Dans le fond, il faudrait déprécier ça par rapport à tous les pays, et donc ça n'a aucun sens. Donc ça ne sert à rien non plus et c'est un effet négatif du quantitative easing, de l'excès de liquidité. Maintenant, parlons un peu de pourquoi en fait, si on sait que c'est tellement mauvais, pourquoi les banquiers centraux continuent à le faire? Bien sûr, il y a des petits effets de richesse par-ci par-là, ça augmente un peu les exportations et puis ça pourrait faire repartir un peu l'inflation parce que oui, hein, à l'époque, l'inflation en zone euro était était à 1%, quasiment négatif, était absente, avait disparu. Et donc, on voulait quand même un peu refaire partir l'inflation. On en a parlé dans la vidéo précédente. Mais alors, du coup, bon, si on voit bien que ça, c'est les objectifs du quantitative easing, mais que derrière, il y a que ça nous coûte plus que ça nous rapporte, pourquoi on le fait? Eh ben, en fait, parce que
on n'a plus le choix, on ne peut pas revenir en arrière. Ou du moins on pourrait, mais ça serait très 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 coûteux de revenir en arrière. Et oui, je l'avais dit un peu la dernière fois, la liquidité c'est comme une drogue, une fois qu'on a commencé à en prendre, c'est dur d'arrêter. Pour l'économie, la liquidité est une drogue. Qu'est-ce qui se passerait maintenant si les États augmenteraient les taux d'intérêt, voilà, pour revenir à des niveaux à peu près convenables? Bon, premièrement, ça va être plus compliqué d'emprunter, donc ça va faire diminuer la demande, les prix des maisons, de l'immobilier, d'une manière générale, tout va chuter, hein, parce que les crédits sont quand même à la base de tout investissement et de tout, on va dire, de tout projet, de toute création de richesse à la base, donc forcément, mécaniquement, ça va faire baisser. Ça va augmenter également les défauts de ceux qui refinancent perpétuellement leurs dettes, mais pas que les États, les grosses entreprises. Ça va également faire apprécier la monnaie, donc on est moins compétitive, ce qui peut être un problème. Et puis en plus, il y a certains États comme les États-Unis ont une dette extérieure en dollars. Ça veut dire que c'est des pays, les pays émergents concrètement en fait, vu qu'ils ont besoin de dollars pour commercer, ils ont des réserves en dollars dans chacune de leurs banques centrales qui renvoient à la Fed tout simplement en prêtant sous forme d'obligations. Bon, c'est un peu technique, mais voilà. Si on remonte les taux et que le dollar prend de la valeur et augmente et devient plus rare, tous les mecs qui doivent, comment dire, qui ont besoin des dollars, ils sont foutus. Ils sont foutus. Donc, c'est aussi un problème. Maintenant, on va également avoir, si on remonte les taux, une perte obligataire massive dans les portefeuilles. Hein, les portefeuilles qui, depuis 2008, sont gorgés d'obligations à 0%. Hein. Je rappelle que la duration moyenne des obligations, ça va être environ 7 ans. Ça fait largement plus de 7 ans que les taux sont au plancher. Donc, on a on a des banques qui ont comme placement sans risque, qui ont leur cash qui sont investis dans des actifs qui ont été émis à 0%. Donc, on va dire très au-dessus de leur valeur nominale. Hein. Et malheureusement, si on monte les taux, les prix des actifs baissent et ça va nous faire un vrai crack. Et malheureusement, c'est ce qu'on a commencé à voir. Il y a eu un gros crack obligataire en 2022 et puis rien qu'en 2023, mars 2023, la faillite des banques, notamment SVB. C'est un peu ça l'histoire. C'est bon, voilà, je suis investi en obligations américaines, les prix baissent. Bon, qu'est-ce que je fais? Les gens ont peur. Je Les gens ont peur, ils veulent retirer leur argent, donc moi je dois leur filer leur liquidité, hein. Mais quand il y en a plus, je suis obligé d'aller revendre mes titres à perte. Hein. J'ai acheté 100 euros, je suis obligé de les revendre 70 euros par exemple, ou en dollars. Et puis voilà, et c'est comme ça c'est un peu comme ça que ça se passe, c'est un peu ça l'histoire. Donc voilà, ça c'est une raison supplémentaire pourquoi il est compliqué d'augmenter les taux. Il y a également, bien sûr, il va y avoir une diminution des effets de richesse qui forcément va faire diminuer la demande, diminuer le prix des actifs, l'instabilité financière et compagnie et compagnie. Donc, si on fait maintenant un petit parallèle pour finir entre la zone euro et le Japon qui avait commencé un peu l'excès de liquidité plutôt, qui était le premier à avoir mis autant de liquidité dans le sens où déjà début des années 2000 il y avait un premier quantitative easing au Japon. Mais dans le fond, la zone euro va subir un peu le même sort que le Japon. C'est-à-dire que, si on devait un peu récapituler, après 2008, la liquidité, bien sûr, ça a fait repartir un peu la croissance, ça a permis le désendettement, et ça a permis aux États et aux plus faibles, comme dit, de se refinancer, notamment les États du Sud, par exemple, de réavoir accès au marché financier. Bon, très bien, c'est bien, c'est bien. Le problème, c'est que désormais, on l'a dit, ça menace la stabilité financière, ça empêche la lutte contre les prochaines récessions, hein, ça on y reviendra peut-être un peu plus tard. Ça a des mauvais effets redistributifs, on l'a dit, hein, ceux qui ont leur livret A, malheureusement la plupart des gens qui n'investissent pas en bourse ou qui ne savent pas trop comment, ou qui ne détiennent pas un patrimoine, ne profitent pas de l'effet richesse. On a également une guerre des monnaies, et puis surtout c'est un substitut inefficace à des politiques structurelles qui doivent être mises en place pour faire repartir la croissance dans les économies des pays développés. Alors, pour autant, il faut savoir que même si le quantitative easing a des effets néfastes et qu'on ne peut pas vraiment l'arrêter, dans le fond, il continuera pour une seule et bonne raison, et il continuera jusqu'à un certain événement, c'est par rapport en fait à l'inflation.
tant qu'il n'y aura pas d'inflation, le quantitative easing, la liquidité coulera. Parce que dans le fond, les banques centrales se basent uniquement sur l'inflation pour leur politique monétaire. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo, euh, qui portera justement sur, on va dire, la toute-puissance des banques centrales à l'impuissance des banques centrales. Et qui, comme dit, tant qu'il n'y aura pas d'inflation, les taux resteront bas. Tant que les taux resteront bas, on sera embourbé dans cette spirale. Et le jour où les taux remonteront, ce qui s'est passé justement maintenant en 2022, ça va créer des gros déséquilibres, comme on le voit là maintenant, comme on l'a vu avec... C'est-à-dire que tout ce que Patrick Artus met dans le bouquin, etc., les pertes, les cracks obligataires, etc., c'est ce qu'on observe suite à un resserrement, on va dire, de la liquidité de la part de la Fed et de la BCE. Donc, en somme, bah, la liquidité continuera à exploser. Quand l'inflation, comme on l'a vu, remonte un peu, bah, les banques centrales remontent également leurs taux, mais ça a des effets néfastes. Elles sont obligées de les rebaisser tout de suite. Donc affaire à suivre. Dans la prochaine vidéo, on parlera, comme je l'ai dit, de la toute-puissance des banques centrales à l'impuissance des banques centrales. On expliquera pourquoi aujourd'hui elles sont dans ce bourbier, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, pourquoi avant elles avaient le pouvoir, pourquoi maintenant elles ne peuvent plus avoir le pouvoir. La vidéo s'affiche en fiche ou à l'écran. Et je vous dis à très bientôt.